Toute personne ayant la nationalité d'un État membre de la Communauté européenne est automatiquement reconnue citoyenne de l'Union. La citoyenneté européenne complète la citoyenneté nationale, sans la remplacer. Telle qu'elle est définie dans le cadre de l'Union européenne, la citoyenneté se traduit par un rattachement à un ensemble purement économique et sur des critères définis dans les différents traités qui se sont succédés entre Maastricht en 1992 et Lisbonne en 2007, et qui confèrent juridiquement des droits et des devoirs aux ressortissants de la communauté européenne. Autant la citoyenneté de chaque État composant l'Union européenne se rattache à une nationalité, concernant l'Europe, une histoire est en cours de construction depuis 50 ans. En conséquence, la notion de nationalité au sein de l'Union européenne est prématurée. D'ailleurs, cette notion est-elle nécessaire pour qu'un sentiment européen naisse au sein de la communauté? La nationalité s'acquiert soit par filiation, le droit du sang, soit par naissance, le droit du sol, soit par acquisition, naturalisation ou mariage. La citoyenneté s'acquiert, elle, à partir de la majorité et par une participation plus ou moins active à la vie de la communauté avec obligation d'accomplir à minima ses devoirs envers elle. Autant cette définition juridique de la citoyenneté européenne par les traités est nécessaire, mais elle est loin d'être suffisante. Pourtant, cette volonté apparaît dès 1963, avec le conflit de l'entreprise Wengen & Laux contre son État, et qui suscita l'arrêt du même nom, issu d'un jugement de la Cour de justice européenne. Considérant que les individus étant directement concernés par le droit communautaire, bénéficiant à ce titre de droits et d'obligations, les citoyens auront désormais la possibilité de s'appuyer sur les traités pour faire valoir leurs droits devant les juridictions nationales. En conséquence, la Cour de justice européenne a affirmé que le droit européen prévaut sur les droits des États membres et par voie de conséquence, les citoyens devront participer directement ou indirectement à l'élaboration du droit européen. Mais c'est l'acte de 1976 qui viendra renforcer l'idée de citoyenneté, sans réellement la nommer, en décidant de l'élection de l'Assemblée européenne au suffrage universel direct. Et c'est ainsi qu'en 1979, les élections des députés au Parlement européen ont été organisées. Suite logique d'une volonté de conforter les bases d'une citoyenneté européenne. En 1987, l'acte unique européen, puis les accords de Schengen en 1995, ont permis à l'Union européenne, au travers de ces différentes mesures, de préciser la citoyenneté européenne. Elles se sont traduites par la mise en place de la libre circulation des biens et des personnes, pour répondre à des besoins avant tout économiques. Le programme Erasmus, mis en place en 1987, a été une timide tentative d'ouvrir l'espace d'une citoyenneté européenne, non basée sur des objectifs directement économiques. D'autres mesures ont été adoptées, permettant à cet ensemble d'avancées de préparer le terrain de la création d'une citoyenneté européenne, qui sera officiellement créée par le traité de Maastricht en 1992. Et pourtant, l'acte de 1976 révèle la première distinction entre la citoyenneté et la nationalité, car il est interdit de siéger par nationalité au sein du Parlement. La nationalité est la condition pour participer à l'élection, mais induit une interdiction dans la composition d'un groupe politique. Alors toutes ces étapes ont favorisé la création d'une citoyenneté européenne, qui pose le principe de la primauté sur la notion de nationalité. La nationalité est, selon la définition du Larousse, un concept définissant une collectivité indivisible, vivant dans un même territoire, ayant une communauté d'origine, d'histoire, de culture, de tradition et constituant une entité politique. La citoyenneté, quant à elle, se définit par la participation d'un ensemble d'individus
à une communauté du point de vue de leurs droits et de leurs devoirs politiques et regroupés sur des valeurs communes. Pourtant, ce qui manque à la communauté européenne, c'est une réelle démocratie instituant des espaces permettant aux citoyens d'intervenir dans des choix de décision à différents niveaux de sa structure, sans laquelle cet espace ne pourra en aucun cas porter un peuple européen, et ceci malgré toutes les avancées dont on vient de parler. Malgré tout, la volonté du citoyen d'être acteur s'exprime de plus en plus, et le sentiment d'appartenance à l'Union européenne se construit lentement. La décision de donner au Parlement européen le rôle d'un organe législatif impose aux États membres d'organiser des élections libres et régulières. C'est l'un des fondements des principes de la démocratie qui confère implicitement la légitimité à un peuple européen, le seul apte à décider de l'action publique européenne. En effet, si la démocratie signifie le pouvoir au peuple, et si la citoyenneté de l'Union européenne confère des droits et des devoirs de participation à la vie publique, l'idée d'une citoyenneté issue d'un peuple européen sans la démocratie est illusoire. Enfin, le traité de Lisbonne offre de nouvelles perspectives d'élargissement de la citoyenneté européenne, dans la mesure où il propose un droit d'initiative citoyenne. L'idée de l'intervention directe des citoyens dans le champ de la décision politique s'impose de plus en plus. En effet, notre démocratie traverse une crise profonde au travers du gouffre qui s'est creusé entre les élus et le peuple. Et la crise des Gilets jaunes en est l'expression directe. Ne rien faire ne peut que fertiliser le terreau du populisme. Aujourd'hui, il nous faut construire des espaces européens où l'identité du nous prime sur celle du je, où l'immédiateté n'est plus la norme, où l'on prend le temps de la réflexion avant l'action. Le citoyen doit être au cœur de la démocratie, en continu, tout au long d'une législature, et non pas par intermittence, au moment des élections. Alors pour que les décisions prises soient une co-construction entre les représentants et les citoyens, il faut donner un espace-temps pour une formation populaire. Il faut réinventer une organisation de la société, afin de mieux décider ensemble et réenchanter la démocratie, qui mélange représentativité et participation active. L'Europe traverse une crise existentielle, car elle repose principalement sur des critères économiques, l'humain n'étant principalement pris en compte que pour faire tourner les rouages de la concurrence économique néolibérale. Il faut changer ces règles qui n'ont pour conséquence qu'un déni de démocratie, une impuissance collective qui fait porter la responsabilité de la dette sur la jeunesse. Il faut remettre en cause ces traités de libre-échange qui nous exposent aux quatre vents de la mondialisation davantage qu'ils nous protègent. Alors s'il n'est pas suffisant, cependant l'Europe est le bon niveau d'intervention pour traiter les grandes questions internationales et environnementales, pour faire entendre une autre voix que celle du libéralisme. Mais elle ne pourra devenir une échelle d'action légitime que si nous parvenons à démocratiser les décisions de l'Union européenne et favoriser une vraie circulation des idées et du débat. L'Europe de l'année zéro, c'est celle de l'ère nouvelle, celle de la reconquête démocratique et écologique, celle de la jeunesse. Pour mettre en place ces espaces, il faut une Europe fédérale écologique et sociale. Pour réaliser ce projet, il faut un espace de formation populaire, pour une formation continue, accessible à tous, à différentes étapes de la vie. Un espace-temps libre, permettant aux individus de s'impliquer dans la vie associative et communautaire. Un espace de recherche et de développement, permettant le développement d'entités, qu'elles soient agricoles, industrielles, commerciales ou de services, basées sur les principes de l'économie circulaire, plutôt que ceux de la rentabilité à tout prix. Un espace participatif de communication permettant aux idées et à l'information de circuler librement. Un espace citoyen permettant différents contrôles, les lobbies, la vie parlementaire. Un espace permettant aux citoyens, en collaboration avec les élus, d'élaborer des propositions de loi, d'amendements
et de validation des décisions de loi votées. Alors sans ces espaces, aucune issue possible à une citoyenneté épanouie et assumée. Bien évidemment, cela dépendra de son évolution et de la prépondérance des courants qui constituent l'Union européenne. En effet, le courant libéraliste, aujourd'hui majoritaire, uniformise les cultures, creuse les différences sociales et prône la mondialisation au nom d'un productivisme forcené, mettant en exergue la compétitivité. Quant à ceux qui défendent le conservatisme des États-nations, tombent dans l'excès inverse et soutiennent le repli sur les frontières des États-patries. Ces deux tendances ne peuvent qu'entraîner une société basée sur la concurrence entre les individus et ou les États, ce qui est incompatible avec la cohésion et la création d'une entité indivisible. Bien au contraire, ces deux tendances favorisent la mise en place d'une pseudo-union, entre États basés sur la défense d'intérêts nationaux aux dépens d'un intérêt collectif européen. Toutefois, l'appartenance à un pays ne disparaît pas. Elle garde toute sa spécificité par son histoire, sa culture et ses origines. La citoyenneté européenne n'efface pas la nationalité, garant de l'identité culturelle. Bien au contraire, elle participe à sa diversité. Thank you.